Bonjour à toutes et à tous. RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 3 mars. Au sommaire de cette édition, l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky maintient son refus de tout cessez-le-feu avec la Russie sans de sérieuses garanties de sécurité, dit le président ukrainien. Réfléchir à l'avenir de la Syrie. L'actuel président syrien réunit en ce moment des experts pour écrire une nouvelle page de l'histoire de la Syrie. Stop aux cyberattaques contre la Russie. Les États-Unis s'engagent à ne plus pirater des sites internet russes. Au moins 2 morts et plusieurs blessés en Allemagne, aujourd'hui victime d'un conducteur qui a percuté avec sa voiture des piétons dans la ville de Mannheim. Et puis enfin, mettre de côté son écran pour redonner envie aux plus jeunes de lire. C'est l'initiative d'un influenceur. On en parle à la fin du journal. Après une réunion hier sur l'Ukraine à Londres et son altercation avec Donald Trump et J.D. Vance, c'était vendredi soir, le président ukrainien maintient son refus de tout cessez-le-feu avec la Russie sans, dit-il, de sérieuses garanties de sécurité, comme un écho aux propos du président américain qui avait affirmé que son homologue ukrainien n'était pas prêt pour la paix. Pendant ce temps-là, sur le terrain, les soldats ukrainiens continuent de se battre sur la ligne de front et suivent avec attention leur destin qui se joue loin de chez eux. Témoignage recueilli par Emmanuel Chaz. Ils ont eux aussi suivi avec attention la visite de leur président à Washington. Les soldats ukrainiens actuellement au combat sont les premiers concernés par le soutien américain à Kiev. Yevgen, actif sur la ligne de front du secteur de Zaporizhia, temporise après la rencontre désastreuse entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Le peuple américain n'est certainement pas à blâmer pour quoi que ce soit ici. Et une partie critique et réfléchie de la société américaine est encore convenable. Pour Constantin, qui se bat actuellement dans le secteur de Kupiansk, l'Ukraine doit désormais se tourner vers d'autres alliés. On cherche plus de soutien, alors qu'on se bat depuis 3 ans d'invasion à grande échelle contre la prétendue 2e plus grande armée au monde. On nous dit qu'on a tort. Alors évidemment, c'est démoralisant. Ce n'est pas le genre de soutien qu'on attendait des États-Unis et de Trump. Mais c'est ça la grande politique, c'est la vie. Et on espère que dans le futur, on trouvera un autre soutien fort qui nous motivera, qu'on aura non seulement le désir de vivre et celui de rester indépendant, mais aussi le soutien du reste du monde. Les soldats ukrainiens, tout comme la population, savent que sans soutien américain, il sera difficile de contenir l'armée russe, mais pour eux, c'est une guerre de survie, et avec ou sans Washington, ils continueront de résister à l'agression russe tant que Moscou continuera les combats. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI. L'actualité au Proche-Orient, tout d'abord en Israël. Attentat mortel. Une attaque au couteau a fait aujourd'hui 2 morts, dont l'assaillant et 4 blessés. Ça s'est passé dans la ville d'Haïfa, la grande ville du nord d'Israël, qualifiée de terroriste par la police israélienne. Il s'agit là du premier attentat mortel dans le pays depuis le début de la trêve dans la bande de Gaza. Construire un état de droit en Syrie. L'état de droit a pour but de faire respecter l'égalité entre les citoyens, mais aussi de respecter la séparation des pouvoirs. Eh bien, c'est la tâche qui a été confiée par le pouvoir de Damas à un comité d'experts. 7 personnalités syriennes, 5 hommes, 2 femmes, des spécialistes du droit qui devront soumettre des propositions au nouveau président Ahmed al-Chareh. Alors, il ne s'agit pas encore d'écrire une nouvelle constitution, mais une déclaration constitutionnelle pour la phase de transition en Syrie. Sur cette nouvelle étape de la construction d'une nouvelle Syrie, écoutez l'analyse d'Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient. On voit bien que le nouveau pouvoir à Damas est en train de travailler à ce que pourraient être ces nouvelles institutions avec un certain nombre de paramètres à prendre en considération. On sait qu'il y a une forte attente de la population syrienne pour que les choses aillent vite et en même temps les obstacles sont tels qu'on voit un président par intérim agir quand même avec une certaine prudence. On voit bien que c'est là toute la complexité de cette période de transition puisque la Syrie est un pays
pays avec une mosaïque communautaire, confessionnelle, que le groupe qui a pris le pouvoir à Damas est un groupe issu effectivement de la mouvance islamiste, et donc charge à elle d'ouvrir ce jeu politique, d'intégrer les différentes composantes de la société syrienne, d'autant plus que celle-ci est quand même très vigilante et a à cœur de montrer qu'elle entend bien que ces différentes composantes soient prises en considération par le pouvoir qui est actuellement à Damas. L'historienne Agnès Levallois au téléphone avec Nicolas Falaise, RFI à Paris, 17h05. Ce drame en Allemagne, 2 morts, plusieurs blessés. Un automobiliste percute des passants dans la ville de Mannheim. Le conducteur de la voiture a été arrêté. La police enquête à l'heure actuelle pour déterminer les causes de cet acte. Je vous le disais dans les titres, stop aux cyberattaques américaines contre la Russie. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, ordonne la suspension des cyberopérations défensives contre la Russie. Illustration d'une nouvelle étape dans le rapprochement entre les États-Unis et Moscou. Alors pourquoi est-ce une décision historique? Réponse avec vous, Lila Olkiunwara. C'était une pièce maîtresse de la cyberstratégie américaine. En effet, c'est pour répondre aux menaces informatiques russes que le Cybercommand a été créé en 2010. C'est une force de plusieurs milliers d'agents informatiques qui mènent des missions offensives et défensives pour le compte des États-Unis, mais dont les agents sont aussi déployés chez les alliés américains en soutien contre les menaces cybercriminelles, par exemple en Ukraine avant l'invasion russe de 2022, pour aider Kiev à se préparer à un assaut de cyberattaques de Moscou. Aujourd'hui, cette suspension des opérations compromet l'accès américain aux principaux réseaux russes au moment même où se tiennent des négociations bilatérales entre Moscou et Washington sur l'avenir de l'Ukraine. Dans cette bataille diplomatique, cette suspension est un pari risqué. La Russie est accusée de mener une guerre hybride contre l'Europe et les États-Unis. Une pause des cyberopérations augmente donc la vulnérabilité des Occidentaux. Mais pour Donald Trump, la Russie n'est plus une menace. Il l'assure, nous devrions passer moins de temps à nous soucier de Poutine et plus de temps à nous inquiéter des immigrants pour ne pas finir comme l'Europe. Un changement total de paradigme. La France va présenter à l'Algérie une liste de plusieurs centaines de personnes au profil dangereux dans une stratégie dite de riposte graduée à l'encontre de l'Algérie. Paris prépare une liste de plusieurs centaines de ressortissants algériens qu'elle souhaite renvoyer en Algérie, a déclaré aujourd'hui le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Nous apprenons par ailleurs à l'instant qu'Ariane 6 ne décollera pas, décollage prévu aujourd'hui. Le lancement d'Ariane 6 est reporté à cause, nous dit-on, d'une anomalie au sol, annonce Ariane Espace. Lire plutôt que de regarder ses écrans. Selon la dernière étude du Centre national du livre, les jeunes de 16 à 19 ans consacrent 19 minutes par jour à la lecture, contre plus de 3 heures pour les écrans. Alors, réconcilier les jeunes avec la lecture grâce aux réseaux sociaux, c'est l'objectif que s'est donné l'influenceur Maxime Biaggi. Près d'1 million d'abonnés le suivent notamment sur Instagram. Il a lancé ce soir un club de lecture en ligne. Il y a 6 semaines, Maxime Biaggi s'est lancé une bonne résolution. Moi, je lisais pas beaucoup et je me suis dit, venez les gars, on va commencer à lire des livres tous ensemble, on se motive ensemble, on choisit un livre, le même, on le lit, on se laisse un délai et ensuite, à la fin, on se le débriefe. Une résolution largement suivie par sa communauté. Sur un canal Instagram, le Biaggi Book Club réunit déjà 70 000 personnes qui discutent des livres à lire avant d'en faire un débrief sur Twitch. Un succès dont se réjouit Cloto, créatrice de contenu littéraire. Cette espèce d'émulation, je la trouve formidable. Il fait venir des gens en vocal, il en discute avec eux, tout le monde peut donner son avis. Je trouve que c'est ça qui est formidable, que tout le monde puisse avoir un avis et que tout le monde puisse avoir sa propre expérience de lecture. Et la large audience de l'influenceur, plutôt habitué à des contenus de divertissement, ramène beaucoup de monde et impacte les ventes en librairie. Ce lundi soir, la 3e émission du Biaggi Book Club sera consacrée au livre Le Double de Fyodor Dostoïevski, qui a vu ses ventes être multipliées par 12 selon la maison d'édition Gallimard qui distribue cet ouvrage. Reste désormais à transformer cette tendance en habitude. Un sujet de Timéo Guillon, et si vous voulez en savoir plus sur le Biaggi Book Club, rendez-vous notamment sur notre site internet rfi.fr. À Paris, il va être 17h10.